Vous êtes toujours sur Mizane TV pour la suite de nos entretiens consacrés à l'histoire de la Palestine et à la genèse du sionisme. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la figure de Arthur Balfour, homme politique britannique qui fut Premier ministre du Royaume-Uni, entre plusieurs fonctions d'ailleurs, hein. Finalement, c'est l'occasion pour notre public de découvrir, pour ceux qui ignorent cette histoire, toute la séquence du mandat britannique et avant ce mandat britannique, la question de la déclaration de Balfour, qui est rentrée dans l'histoire, donc déclaration de Balfour, novembre 1917. Alors, Youssef Boussouma, est-ce que vous pouvez nous dresser le contexte historique de cette déclaration Balfour, pour quelles raisons cette déclaration Balfour a existé et dans quel contexte précisément historique a-t-elle été prononcée? Alors, lorsque l'on aborde la déclaration Balfour, c'est vraiment tout un champ d'études que l'on découvre. Elle a été très abondamment commentée depuis 1917, évidemment. Il y a des sommes entières, des ouvrages, des articles considérables qui ont été écrits sur cette déclaration Balfour. Et c'est vrai qu'il est intéressant de se pencher sur elle, hein, à la faveur de choses peut-être moins connues. Alors d'abord, cette déclaration de Balfour, elle se situe en 1917, dans le contexte de la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est essentiel, enfin non seulement de la Première Guerre mondiale, mais de cette année 1917, hein, que l'on considère comme étant le tournant de la Première Guerre mondiale. Dans cette Première Guerre mondiale, on le sait, jusqu'en 1917, les choses sont incertaines. Les puissances s'équilibrent. Les puissances centrales contre les puissances, donc les puissances centrales, qualifiées parfois de puissances continentales, hein, contre les puissances maritimes, hein, les anglo-saxons, en gros, la France, les anglo-saxons. Et on n'est pas, le résultat est incertain encore, hein, l'issue de la guerre est encore incertaine. Cette année 1917, elle est très importante parce que elle voit d'abord le retrait progressif, enfin, en tout cas, l'annonce du retrait des troupes russes, donc de cette alliance. Je rappelle que la Russie est alliée à la France et à l'Angleterre. Donc les bolcheviks ont prévenu déjà qu'ils vont se retirer, qu'ils se retireront du conflit dès l'instant où ils triompheront. Cela angoisse quand même considérablement l'état-major britannique, les Français, hein. Donc il y a cela. En plus, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie sont loin d'avoir perdu la guerre. Ils résistent formidablement et même beaucoup d'offensives alliées n'aboutissent pas, hein. Donc C'est la voilà. révolution de russe, hein, vous parlez de la Alors, Russie, la révolution russe de alors, 1917, hein, qui a vraiment marqué. la première révolution, parce qu'il y a deux révolutions, hein, Ouais. celle de février 17, mais justement, celle de février 17, on a au pouvoir les mencheviks, pas les bolcheviks, on a au pouvoir les mencheviks, et les mencheviks, eux, ne sont pas partisans du retrait de la Russie. Eux ne sont pas partisans du retrait de la Russie de ce conflit. Par contre, les bolcheviks, donc dirigés entre autres par Lénine, eh bien, eux sont partisans du retrait de la Russie, hein. Lénine a prévenu, dès que nous serons, si jamais nous sommes au pouvoir, hein, nous arrêtons cette guerre. Alors ça, c'est quelque chose qui angoisse quand même considérablement les Alliés. On va le voir de quelle façon ils traitent cela. D'autre part, l'année 17, elle est importante parce que cette année 17, elle va voir progressivement l'engagement des Américains dans cette guerre. Alors, hein, aux alentours du mois de juin, si me semble bien, parce qu'entre le moment où les Américains décident, après le torpillage du navire le Lusitania, hein, voilà, on sait que c'est officiellement le prétexte. Bon, en vérité, on sait que les Américains, pour des tas de raisons, des considérations qui ont trait beaucoup plus aux intérêts impérialistes, hein, ont l'intention voilà. Alors, il y a ce contexte. Et donc, alors, le tournant de la guerre, l'année 17 est aussi importante parce qu'elle voit beaucoup de problèmes dans les armées alliées, et notamment des problèmes de mutinerie, des mutineries importantes dans l'armée française, hein, dont témoigne, mais pas uniquement, mais entre autres dans l'armée française, dont témoigne le film Les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick, pour ceux qui ont l'occasion de voir Avec cet Kirk excellent film, Douglas. ce magnifique film. Et, mais des mutineries également de l'armée allemande, hein, hein, voilà.
Et donc, du coup, elle est vraiment incertaine. Et dans ce contexte de lutte incertaine, c'est dans ce contexte de lutte incertaine qu'au mois de novembre, eh bien, James Arthur Balfour, Premier ministre britannique, mais aussi qui est en charge de la politique étrangère, etc., va faire cette déclaration. Alors, c'est une déclaration d'intention, parce qu'on dit déclaration Balfour, mais il faut préciser déclaration d'intention, qui n'a pas force de loi. C'est une lettre simplement adressée par M. Balfour à M. Rothschild, qui est responsable de l'organisation sioniste britannique. Et donc, du coup, c'est une lettre d'intention où simplement M. Balfour, alors on va voir ça un petit peu dans le détail peut-être, mais où M. Balfour dit le bien qu'il pense de l'établissement. Alors, d'un foyer national juif en Palestine. Les mots sont importants. D'un foyer national juif en Palestine. Il ne dit pas État. Hein. Et donc, on le sait, il s'agit d'une ambiguïté volontaire, hein, qui n'est pas fortuite. Et chaque terme de cette déclaration est ciselé et choisi précisément pour dire une chose et son contraire. Et pour satisfaire tout le monde, puisque le but est quand même de ne pas inquiéter les Arabes qui sont les alliés des Anglais. Les Arabes qui formellement sont les alliés des Anglais. Alors ils sont les alliés des Anglais depuis 1915. Alors je parle des Arabes, des populations arabes, en rébellion contre l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui, lui, eh bien, est aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, qui combat donc cet Empire ottoman aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie, et qui est donc opposé à l'Angleterre et à la France. Et on sait que l'Angleterre, pour torpiller l'effort de guerre ottoman, eh bien, a conclu une alliance avec le shérif de la Mecque, Hussein, en 1905, par l'intermédiaire du haut-commissaire britannique McMahon. C'est ce qu'on appelle l'accord Hussein-McMahon. C'était le haut-commissaire britannique au Caire. Et au terme de cet accord, alors c'est un accord que l'on connaît mieux, toujours par le cinéma, le fameux épisode de Laurence d'Arabie, 7 piliers de la sagesse, pour ceux qui ont lu, et donc un agent britannique, et cet agent britannique, Laurence, eh bien, qui va effectivement, T. Lawrence, eh bien, qui va conclure cet accord entre les Arabes et les Britanniques. Le but est les Arabes s'alliant aux Anglais contre les Ottomans, eh bien, après-guerre, en échange de cette alliance, eh bien, pourront créer un vaste royaume arabe, c'est ce qui leur a été promis dans cet accord, un vaste royaume arabe sur toute la péninsule arabe, un vaste royaume arabe ayant à sa tête le shérif de la Mecque, Hussein. Hussein a 2 fils, Abdallah et Faisal, voilà, et ceux qui sont un petit peu les membres actifs de cette alliance. Alors, donc, cette déclaration Balfour, elle est faite normalement aussi pour ne pas inquiéter l'allié arabe. En vérité, on sait qu'il a de très bonnes raisons de s'inquiéter, cet allié arabe, puisque progressivement, il voit bien que les Anglais, en fait, sont en train de le duper. Donc, comme il le voit bien, eh bien, il faut un petit peu ménager leur susceptibilité, et ce n'est pas qu'un problème de susceptibilité, les tromper. Et c'est la raison pour laquelle les termes de la déclaration Balfour sont choisis exprès pour ne pas inquiéter les Arabes. Alors on pourra montrer cette déclaration Balfour, éventuellement. Alors, je le dis, James Arthur Balfour promet aux sionistes, il promet il dit qu'il voit d'un œil favorable l'établissement d'un foyer national juif en Palestine. Donc ministre des Affaires étrangères britannique à ce moment-là. Ministre des Affaires étrangères britannique à ce moment-là. Et il voit cela d'un bon œil. Mais alors il précise, pour rassurer les Arabes, qu'aucun préjudice ne sera porté aux intérêts, et c'est important de le dire, culturels, religieux, des Arabes. Sociaux des Arabes. Voilà. Donc les Arabes, normalement,
aurait de bonnes raisons de ne pas s'inquiéter. Sauf que il ne dit pas les intérêts politiques des Arabes, c'est qu'il ne les considère pas comme un sujet politique. Et sauf que foyer national juif, tout le monde sait très bien que la différence entre un foyer national juif et un État juif est vraiment ténue. Hein. L'écart qu'il y a entre les deux est vraiment ténu. Hein. Et que, évidemment, l'un mène à l'autre de façon... Voilà. Et on ne voit pas comment on pourrait empêcher ensuite l'établissement d'un État juif si jamais il y a un foyer national juif, hein, je veux dire, à terme. Donc cette déclaration de Balfour, elle est faite, Elle est trompeuse. elle est faite à l'attention de Rothschild, c'est le baron de Rothschild? Parce qu'on avait vu précédemment, dans une précédente chronique, alors les Rothschild britanniques. D'accord, donc c'est pas la même... Oui, parce qu'on sait que la famille Rothschild, elle est à la fois sur 3 pays, hein, l'Allemagne à l'origine, enfin l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Et donc là, c'est Lord Rothschild britannique. D'accord, parce que vous expliquiez effectivement que la famille Rothschild, alors peut-être celle d'Allemagne, était hostile au départ, au commencement, au projet sioniste défendu et par de France aussi. Et de France, voilà. Bien sûr. D'accord. Alors, donc, premièrement, Rothschild n'a pas l'autorité, enfin, n'est pas apte, n'est pas habilité à parler au nom des Juifs. Alors, sans doute au nom du mouvement sioniste, mais qui est, je le répète, ultra minoritaire. Voilà. Alors, avant de voir cela, voyons d'abord pourquoi pourquoi Balfour fait cette déclaration. Pourquoi Balfour fait cette déclaration? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord un contexte, on l'a évoqué précédemment. Il y a d'abord un contexte vraiment stratégique, géostratégique, politique. L'année 17 est une année difficile. Et alors, on le dit, en fait, par cette déclaration, le but est d'arracher les communautés juives et de faire de telle sorte que les communautés juives, différentes communautés juives, on va le voir, occidentales, eh bien, soutiennent l'effort de guerre des Alliés. Et Balfour pense qu'en promettant un État juif, eh bien, cela représente l'aspiration de tous les Juifs d'Europe. Ce qui d'ailleurs n'est pas le cas, on l'a dit, ce qui n'est pas le cas, mais il y croit. Et alors, prenons-les successivement. D'abord, très important, les Juifs d'Allemagne. Il y a une communauté juive très importante en Allemagne. Très importante en Allemagne. Et on espère, par cette déclaration, faire de telle sorte qu'en quelque sorte, les Allemands juifs vont trahir leur patrie. Ce qui est quand même un vrai problème, cette conception. C'est mettre en avant l'idée que les Juifs pourraient avoir une allégeance au-delà de leur appartenance patriotique, une double allégeance. Et ça, c'est quand même grave. C'est qu'on prend ça comme étant... Parce que ça reflète simplement la vision de Balfour, qui, rappelons-le, est quand même quelqu'un qui est complètement imbu d'idées antisémites, hein, qui s'est opposé, qui a soutenu une loi qui limitait fortement l'immigration des Juifs d'Europe centrale vers l'Angleterre. En 1905, la loi sur les étrangers, qui visait les Juifs émigrés d'Europe de l'Est. Absolument. Hein, qui est connu pour avoir soutenu des idées antisémites et qui, d'une façon générale, est connu pour son adhésion à des thèses racistes. L'eugénisme, notamment. L'eugénisme, bien sûr, tout ce qui est colonialisme, eugénisme, etc. D'accord, qui est connu aussi pour être un fiefé colonialiste en Irlande, qui a été surnommé Bloody Balfour, le sanglant Balfour, par les Irlandais pour sa répression du mouvement national irlandais. Hein. Donc voilà, c'est quelqu'un de très bien, on le voit. Et donc sa déclaration, elle vise à faire de telle sorte que les Juifs allemands vont cesser de prêter allégeance à leur patrie. Elle vise également les Juifs de Russie, puisque parmi les bolcheviks et parmi les révolutionnaires juifs, on l'a dit, il y a quantité de Juifs. Trotsky, absolument. Le chef de l'armée rouge. Absolument. Alors qui au départ est menchevique, qui au départ n'est pas bolchevique, Trotsky, qui va rallier ensuite les lignes par la suite. Hein. Mais en tout cas, on espère comme ça que l'intelligentsia... Ouais, disons l'intention bolchevique de se retirer de la guerre dès l'instant où ils seront au pouvoir, hein, eh bien, et cela évidemment porterait un coup de poignard dans le dos à l'effort de guerre des Alliés, évidemment, si la Russie se retire, parce que la Russie en guerre faisait de telle sorte que les Allemands et les Autrichiens étaient obligés de concentrer des forces considérables à l'Est,
sur le front russe. Hein, enfin, plus les Allemands, puisque les Autrichiens, c'était plus vers le sud. Hein. Donc, face à l'Italie, parce que l'Italie avait changé de camp entre-temps. Mais en tout cas, donc les Allemands, si jamais la Russie se retire de la guerre, eh bien, pourront ramener vers l'ouest de nombreuses divisions qui risqueraient de submerger les troupes anglaises et françaises sur le front de l'ouest par rapport à l'Allemagne, c'est-à-dire le front de l'est par rapport à l'Angleterre et la France. Donc, toujours est-il qu'on ne veut surtout pas que les bolcheviks retirent la Russie de la guerre. Donc, par cette déclaration, on vise aussi les Juifs de Russie. Et enfin, on vise les Juifs des États-Unis, parce qu'il est question, évidemment, comment que les États-Unis entrent en guerre, et formellement, l'année 17, ils entrent en guerre, mais ils entrent en guerre, on ne sait pas encore tous les moyens qu'ils vont mettre, etc. Hein. Mais en tout cas, on veut que les États-Unis mettent tous leurs moyens dans cette guerre, et donc on veut on veut faire de telle sorte que les Juifs américains pèsent. Alors c'est toujours une vision un petit peu aussi antisémite, hein, selon laquelle les Juifs auraient tellement de pouvoir aux États-Unis qu'ils pourraient influer considérablement sur la politique des États-Unis, en l'occurrence. Hein, et donc du coup, c'est sur le président Wilson, président américain Wilson, et donc du coup, eh bien, voilà, le but est aussi de faire pression sur les États-Unis par l'intermédiaire de la communauté juive américaine. Donc on le voit, c'est une déclaration qui est faite à destination des Juifs d'Europe et d'Occident, enfin des États-Unis. Ça, c'est une chose. Une autre chose, alors cette déclaration, elle est faite, certes. Alors peut-être lire un extrait, je vais peut-être vous lire un court extrait de cette déclaration pour se plonger dans l'esprit du texte. Nous traitons non point avec les souhaits de la communauté existante, mais nous rechercherons consciemment à reconstituer en Palestine une nouvelle communauté et à y édifier définitivement une autre majorité numérique dans l'avenir. Fin de citation. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrypter cette déclaration ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que là, on est tout à fait dans le prisme colonial. Le prisme colonial et le prisme religieux, qui s'accommodent très bien dans la conception anglo-saxonne. On le voit bien, comment la reconstitution de ce royaume juif, etc., dont parle Balfour, eh bien, ça fait référence au sionisme chrétien que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer. Hein, Balfour est complètement imbibé de ce sionisme chrétien, de cette pensée restaurationniste, où il faut reconstituer le royaume d'Israël pour hâter la venue du Messie, etc. Hein, ça, c'est quelque chose de très très fort qui est propre à tous les anglo-saxons, je l'ai dit, aussi bien à Lloyd George, l'ex-premier ministre britannique, qu'également au président américain Wilson, etc. Tous ces gens sont extrêmement imbibés de cette pensée sioniste chrétienne. Et donc, c'est tout à fait normal. Et en plus, le prisme colonial, on l'a dit, parce que, voilà, le désir des Arabes de vivre libre, et puis n'oublions pas quand même que c'est assez extraordinaire, parce que n'oublions pas que les Anglais ont conclu une paix, ont conclu une alliance avec ces Arabes. Et regardons avec quel mépris Balfour traite ces Arabes, hein, en qualifiant par avance l'hostilité des Arabes à cette implantation du mouvement sioniste en Palestine, en disant qu'il s'agit uniquement de préjugés. Alors c'est assez intéressant de la part de quelqu'un qui manie très facilement les préjugés antisémites. Mais ça, c'est autre chose. Il déclara en 2019, Balfour, pour rebondir un peu sur ce que vous venez de dire, le sionisme s'enracine dans des traditions et des espoirs futurs bien plus importants que les désirs et les préjugés de 700 000 Arabes qui habitent à présent sur cette terre historique. Oui. Alors, c'est en 1919. Hein. En 1919, ouais. Dans une note de service. Oui, qui habite à présent, c'est-à-dire qui habite à présent. Voilà, c'est comme si on disait les Français habitent à présent en France. Ça veut dire qu'auparavant, ce n'était pas le cas, et puis demain, ce sera certainement plus le cas. Hein. Ce sont des locataires. Ce sont des locataires que l'on peut expulser, qui sont arrivés un jour, les Arabes, on ne sait pas pourquoi, hein, et qui peuvent donc être expulsés du jour au lendemain. C'est assez extraordinaire, cette vision. On le voit bien dans l'esprit occidental, et précisément dans le prisme imbibé du prisme colonial, eh bien, l'Orient fait partie de l'Occident. L'Orient est simplement l'excroissance de l'Occident, hein, cet Orient. Et donc, les Arabes ne seraient finalement que des squatteurs, d'un territoire qui, dans le fond, appartient bien à l'Occident. Alors, ça nous ramène à la déclaration Balfour. Rappelez-vous par quel terme la déclaration Balfour parle des Arabes, puisqu'à aucun moment la déclaration Balfour parle des Arabes, ne les nomme même, on les appelle les non-juifs. Alors, je ne sais pas si cette déclaration, elle dit rien, aucun préjudice
bien sûr c'est mensonger, on le sait bien, mais aucun préjudice ne sera apporté aux intérêts culturels, sociaux, des non-juifs. Des non-juifs. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'époque, on a 700 000 en 1917, on a à peu près plus de 700 000 arabes en Palestine. On a tout au plus 70 000, donc un dixième de la population seulement, de juifs. Et d'ailleurs, la plupart, ce sont des juifs qui sont arrivés de fraîche date, qui sont donc des sionistes venus, qui ne sont donc pas des Palestiniens juifs, hein, qui sont donc des sionistes venus, je l'ai dit précisément, surtout après la révolution manquée en Russie. On Hein. sait combien la part de ces Palestiniens Juifs, juifs sur cette population? On connaît la, la- oui, la- la proportion à oui, peu près? oui, bien sûr. À la fin du 19e, ils sont environ 25 000. 25 000 sur 500 000 à peu près habitants. 25 000. Alors, la différence entre ces 25 000 et les 70 000 que l'on trouve à peu près en 1917, ce sont tous des immigrants. Ce sont tous des immigrants sionistes. Enfin, même s'il y a une croissance, oui, on oublie la croissance naturelle de ces 25 000, mais entre la fin du 19e et 1917, cette croissance naturelle sur 25 000 ne peut pas excéder, ne peut pas avoir abouti à plus de, on va dire, de 30 000, 30 Comment 000 ils sont habitants. accueillis? Comment les immigrants juifs donc, qui sont dans un projet de colonisation, de peuplement, comment sont-ils accueillis par ces Palestiniens juifs? Alors, c'est une question très intéressante que tu poses. C'est une question très intéressante qui n'a pas tellement été étudiée, justement, et qui mérite d'être étudiée. Ce qui est certain, c'est que ces juifs palestiniens, eh bien, d'une certaine façon, vont être blanchis, on peut dire. Hein, vous voyez dans quel sens on peut dire blanchis? C'est-à-dire vont être occidentalisés. C'est pas l'inverse qui va se passer. Ils vont être occidentalisés. Et évidemment, puisque on va leur réserver un sort particulier, on va les choyer, on va leur faire bénéficier d'avantages dont ne bénéficieront pas évidemment les non-juifs, et d'une certaine façon, malheureusement, on va les externaliser par rapport à leur communauté d'origine, la communauté palestinienne globale. Et comment eux, quand ils voient débarquer toutes ces populations d'immigrés européens et d'autres, comment ils les reçoivent? Est-ce qu'ils voient ça d'un bon œil ou est-ce qu'ils se disent, voilà, c'est une Alors, immigration sur notre terre que nous n'avons pas décidé? Voilà, c'est ça, c'est un peu ça le alors, il sens de faut la question que je savoir vous que pose. ces juifs qui sont palestiniens, un grand nombre sont des juifs religieux, très religieux. D'accord. Parce que cela nous amènerait à devoir reparler du peuplement, on aura l'occasion de le faire, de la Palestine et de ce qui s'est passé depuis l'Antiquité. Mais la plupart des Juifs qui vivaient en Palestine se sont convertis, en fait, au christianisme, puis à l'islam. C'est ce qu'il faut comprendre depuis l'époque romaine. Les Romains ont interdit aux Juifs de continuer à résider à Jérusalem, certes, mais la plupart des Juifs, et ça c'est un fait qui est tout à fait normal, et qui va à contrario du discours sioniste. Finalement, les Juifs, c'est un peuple comme les autres. C'est-à-dire que cette terre est une terre comme les autres. C'est que cette terre qui a d'abord accueilli d'autres religions, avant même le judaïsme, hein, les religions cananéennes et autres, hein, mais ensuite va connaître le christianisme. Un grand nombre de ces juifs va se convertir au christianisme. Et ensuite, avec l'islam, un grand nombre de ces juifs qui s'étaient convertis au christianisme dans la précédente vont se convertir à l'islam. Alors, sans doute, les invasions ont joué un rôle, grosso modo. Mais finalement, quand on arrive à la fin du 19e siècle, un très grand nombre des juifs de Palestine sont quand même des juifs qui sont arrivés de l'extérieur et dans un but religieux. Un certain nombre, et je pense, il faudrait faire des études plus fines, mais je pense qu'un grand nombre ont refusé le sionisme. Et ce sont sans doute ces gens qui sont les ancêtres de ceux qui habitent dans le quartier de Mea Sharim à Jérusalem. Vous savez, c'est un quartier ultra religieux, enfin ultra orthodoxe à Jérusalem, qui refuse les lois de l'État d'Israël et ce sont des gens qui se disent anti-sionistes. Donc la plupart étaient quand même présents dans une perspective religieuse. Ces gens-là, la plupart, vont continuer à être anti-sionistes.
Donc, hein. donc selon vous, ils auraient mal perçu Et ces arrivées de colonies de il peuplement me semble. de... Et un certain nombre d'autres vont être assimilés parce que, évidemment, ces colons qui arrivent apportent un certain nombre disons, d'améliorations matérielles et autres. Sans doute est-il difficile de résister à cela. Hein. Je veux dire, on imagine le décalage qu'il peut y avoir entre une économie du Sud aujourd'hui et une économie du Nord. Alors imaginons une économie du Nord qui surgit dans un des pays du Sud aujourd'hui, hein, en Afrique ou autre. On voit très bien l'engouement que ça peut représenter pour certaines. Hein. Voilà, pour certaines de ces communautés. Donc voilà, mais c'est vrai qu'une étude plus précise mériterait d'être faite là-dessus. Hein, une étude plus précise. Mais toujours est-il que sur 70 000 juifs en Palestine en 1917, hein, eh bien, la plupart de ces 70 000 sont quand même des gens qui sont arrivés de fraîche date. Voilà. Alors, ces gens-là, selon Balfour, sont considérés comme les habitants authentiques. Quant aux autres, ceux qu'on appelle les non-juifs dans la déclaration Balfour, et qui sont les Arabes tout simplement, hein, sont quasiment considérés comme des usurpateurs. Ça, c'est aussi un autre aspect. On les appelle les non-juifs. Imaginons si en France, aujourd'hui, on qualifiait de non-musulmans la grande majorité de nos compatriotes qui ne sont pas musulmans. Hein, d'accord? Donc voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il faut retenir. Quelles sont les conséquences de cette déclaration de Balfour Alors, concrètement? Vous en avez abordé certains points, mais peut-être oui. développer. Alors, d'abord, cette déclaration Balfour, je l'ai dit, elle vient contredire un petit peu l'accord Hussein-McMahon, mais surtout ce que l'on ne sait pas encore, en novembre 1917, c'est qu'elle s'inscrit totalement dans le cadre dressé par l'entente Saïs-Picot, qui date un an auparavant, en 1916. La France et l'Angleterre ont conclu une entente secrète qu'on appelle l'accord Saïs-Picot, mais qu'il faut qualifier davantage de entente Saïs-Picot, parce que ça n'a pas donné lieu à un accord officiel, parce que c'est quelque chose qui a été fait secrètement, dans une chambre d'hôtel, entre les deux ministres des Affaires étrangères, français et anglais, le français Georges Picot, et Georges Picot, enfin c'est son nom complet, c'est Georges Trait-d'Union Picot, son prénom je ne sais plus, et Edmund Sykes, qui est le ministre britannique des Affaires étrangères. Et donc du coup, ils se sont partagés le Moyen-Orient. Ils se sont partagés en gros toute la région arabe en deux zones, deux grandes zones, plus une troisième, la Palestine. Alors en gros, on a Palestine, on a Syrie, Mésopotamie. Mésopotamie qui correspond à l'Irak. Hein. Donc les Anglais prenant possession, se partageant, prenant l'Irak, les Français la Syrie, la Grande Syrie, et les Britanniques, en plus, les Anglais en plus, prendraient également la Palestine. Alors on ne va pas rentrer dans le détail des tractations, mais toujours est-il que cette déclaration, elle est conforme à cette entente de Saïs-Picot. Ce que les Arabes ne savent pas à l'époque. Et les Arabes ne vont découvrir l'existence de cette déclaration, enfin de cette entente de Saïs-Picot, que à peu près au même moment, enfin peu de temps après, lorsque les bolcheviks prennent le pouvoir à Saint-Pétersbourg, ils tombent sur les papiers du tsar, et auparavant, dans cette entente de Saïs-Picot, il devait également y avoir la Russie et l'Italie. Bon, l'Italie a été écartée, mais parce que l'Italie, de toute façon, a changé d'alliance, était jugée pas assez importante, excusez-moi. Et par contre, la Russie, le tsar, a été écarté pour fait de révolution. Mais les bolcheviks tombent sur les documents. Et ils voient qu'il y a une entente qui a été faite, secrète, entre les Français et les Anglais. Que font les bolcheviks? Eh bien, ils s'empressent de transmettre ces documents aux Turcs. Aux Turcs, puisque les bolcheviks se retirant de la guerre, ils n'ont aucun problème, et au contraire. Et donc, ils transmettent, ces documents sont transmis aux Turcs, et les Turcs se font fort de dire aux Arabes, regardez ce que vos amis anglais ont concocté dans votre dos. Et les Arabes ne le croient pas. Ils disent, mais c'est pas possible, c'est un mensonge, c'est de la manipulation, on veut nous dresser contre les Anglais et tout et tout. Mais bon, mais pour certains intellectuels arabes,
et particulièrement en Palestine, parce qu'il faudra peut-être aussi évoquer les Palestiniens, certains intellectuels palestiniens qui déjà, dès le début du siècle, sont extrêmement évidemment critiques par rapport au sionisme et savent très bien le sort que les sionistes leur réservent, eh bien, pour eux, tout s'organise ainsi, et tout se comprend ainsi. Cette déclaration Balfour est tout à fait dans la lancée de cette entente Saïf-Picot. Il s'agit de tromper les Arabes et il s'agit pour les Anglais et les Français de mettre la main sur la région, hein, et de promettre réellement la Palestine au mouvement sioniste, non pas pour simplement un foyer culturel, etc., mais bien un État qui viendrait, qui viendra submerger les Palestiniens. Et comme le dit Balfour dans ses explications, c'est créer une majorité juive, entendons-nous, une majorité juive sioniste en Palestine, c'est-à-dire submerger à terme les 700 ou 750 000 Palestiniens. Quel est le rôle et l'implication comment dire, de la Grande-Bretagne sur le terrain? C'est-à-dire, je parlais des conséquences de la déclaration de Balfour. Tout ça se fait sous mandat britannique. Hein, donc, jusqu'à quel point les Britanniques s'engagent-ils concrètement sur le terrain? Est-ce qu'ils sont distanciés? Est-ce qu'ils sont dans une posture de distanciation, c'est-à-dire ils laissent faire? Ou est-ce qu'ils accompagnent activement le processus de colonisation sioniste en Palestine? Alors, on l'a dit, Herzl l'avait dit, et Herzl l'avait bien compris, il ne peut faire un État juif que s'il y a une puissance impériale qui contrôle la région, qui occupe la région. Sinon, ce n'est pas possible. Donc, le souhait de Herzl est réalisé. Il n'y a plus l'Empire ottoman. Plus rien ne s'oppose à ce que cette puissance coloniale, puisque Herzl l'a bien dit, il est prêt à mettre le mouvement sioniste met au service de cette puissance impériale. Nous serons pour l'Occident la pointe avancée de la civilisation, etc. etc. Et donc, les descendants de Herzl, les descendants sionistes de Herzl, puisque Herzl est mort entre-temps, hein, eh bien, sont tout à fait dans cette vision. Alors, les Anglais sont entrés. Les Anglais sont en Palestine, hein, vont entrer en Palestine. Ils ont vaincu les armées ottomanes, et entre autres à la bataille de Gaza, il y a eu une bataille importante, il y a eu des combats acharnés. Les Anglais, grâce aux Arabes, ont fait leur entrée à Damas, ont fait leur entrée... Bon, donc, plus rien ne s'oppose. Les Anglais, successivement, après, donc, je le dis, ces trois accords, 1915, Hussein McMahon, 1916, entente Saïf-Picot, 1917, déclaration Balfour, on a le règlement de la Première Guerre mondiale. Hein, on a donc le règlement de la Première Guerre mondiale, 1920, on a la conférence de San Remo, traité de Sèvres, qui va régler le sort des régions arabes de l'Empire ottoman. Hein. Bon, et ce qui est quand même, du point de vue des juristes, alors entre-temps, la Société des Nations va être créée, hein, l'ancêtre de l'ONU, mais ce qui, du point de vue des juristes, est absolument aberrant, c'est qu'on ait joint la déclaration Balfour au règlement de la Première Guerre mondiale. Puisque, rappelons-nous, cette déclaration Balfour n'a pas de légalité en tant que telle. Hein. Balfour ne possède pas, l'Angleterre, comme on le saura pas, ça a été dit longtemps, voilà, l'Angleterre ne possède pas la Palestine, les Arabes sont des alliés, ce ne sont pas des vaincus, et donc, en théorie, les Arabes doivent pouvoir choisir leur avenir par la constitution d'un grand royaume arabe, on l'avait dit, selon les termes de l'entente. Évidemment, les Anglais ne l'entendent pas ainsi, hein, et en fait vont dépecer la région arabe avec les Français, vont se partager la région arabe, les Arabes vont être trompés, mais ce qui est incroyable, c'est que cette déclaration de Balfour, qui n'a pas de légalité, qui n'a pas de force en termes de droit international, qui est juste une déclaration faite par un gouvernement anglais qui ne représente que lui-même, à une organisation sioniste qui ne représente qu'elle-même, hein, comment ce document a pu-il être joint au règlement de la Première Guerre mondiale? Par quel tour de passe-passe? Ça, on a déjà là un premier problème, hein, parce qu'effectivement, ces déclarations Balfour n'avaient pas à figurer. Voilà. Deuxièmement, selon le règlement de la Première Guerre mondiale, vous vous souvenez sans doute de votre année de troisième, hein, et aussi de terminale, de première, par exemple de première, les 14 points de Wilson. C'est-à-dire qu'en théorie, selon le règlement de la guerre qui était proposé par le président américain Wilson, les peuples après-guerre, tous les peuples,
qui étaient anciennement dominés, c'est le cas des peuples arabes, pourront choisir leur destin. C'est ce qu'on appelle le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est un des points, donc des 14 points de Wilson. Hein, et bien évidemment, on ne va pas appliquer ce droit aux Arabes. Ce droit, on va l'appliquer uniquement aux peuples d'Europe centrale. C'est ainsi que la Yougoslavie va naître, c'est ainsi que la Tchécoslovaquie va naître, hein, de la pleine adhésion et de la volonté des populations. Comment se fait-il que les peuples arabes, on ne leur ait pas appliqué ce droit? Alors au contraire, dans la foulée de ce traité de Sèvres et de ce traité de San Remo, qui vont régler le sort de la région arabe et qui, sur la base de la déclaration Balfour, les Anglais vont installer en Palestine, en fait, vont coloniser la Palestine. Ils vont coloniser la Mésopotamie, c'est-à-dire l'Irak. Dans le même temps, les Français vont coloniser, vont prendre possession de la Syrie. Et c'est ce qu'on appelle les mandats. On va inventer une fiction qu'on appelle le mandat, qui est soi-disant un droit pour ces puissances anglaises et françaises d'occuper ces territoires, soi-disant pour les amener à maturité. Un petit peu comme on parraine quelqu'un, un jeune, en attendant qu'il ait la majorité. Bon, alors on va inventer... l'indépendance, la majorité c'est l'indépendance, c'est ça que ça veut dire? Oui, une fois qu'il sera apte à se gouverner lui-même. On estime que ce sont des peuples qui sont encore des peuples enfants. Hein, c'est une régence. Oui, exactement. C'est une forme de régence. Absolument, mal dégrossi, hein, et qu'il faut aider à devenir adulte, en quelque sorte. Donc on a inventé cette fiction qu'on appelle les mandats. Bien sûr, c'est des mandats de type A, qui normalement sont valables pour une durée de 20 ans. Donc la théorie était la suivante. Les Anglais et les Français prennent possession de la Mésopotamie, de la Syrie et de la Palestine. Et 20 ans après, ils devraient organiser des référendums d'autodétermination de façon à ce que les populations décident de leur avenir. Ça peut être avant 20 ans. Ce sera d'ailleurs le cas officiellement pour l'Irak, qui formellement deviendra indépendante avant ces 20 ans. Hein. Mais cela ne veut pas dire même que l'Angleterre se retirera d'Irak. C'était un petit peu l'astuce. Hein, et donc la domination anglaise va continuer à s'affirmer. Alors, toujours est-il que on va avoir donc ce qu'on appelle la période des mandats. Et si on s'intéresse précisément à la Palestine va donc recevoir un mandat britannique. Hein, et à partir donc, formellement le mandat va commencer en 22, mais en fait formellement les Anglais sont déjà là, ils occupent la Palestine. Et pendant la période du mandat, qui va donc durer de 1922 au 15 mai 48, d'accord? Eh bien, les Anglais vont occuper la Palestine et, selon la déclaration Balfour, vont s'employer à créer une majorité juive en Palestine. Ils ne réussiront pas à créer une majorité juive, mais en tout cas, ils vont permettre au mouvement sioniste d'établir les bases d'un futur État de façon absolument indiscutable. J'en veux pour preuve. Pendant toute cette période, les Britanniques vont donc permettre l'immigration illimitée, sauf à partir de 1939. En 1939, les Britanniques vont limiter l'immigration juive en Palestine pour une raison sur laquelle nous reviendrons, parce qu'entre-temps, il y a eu une révolution en Palestine. C'est la grande révolution de 36-39, qu'on appelle la révolte de 36-39, la grande révolte 36-39, où le peuple palestinien s'insurge et se soulève massivement contre la colonisation. Donc en 1939, les Anglais feront ce qu'on appelle le livre blanc, concéderont ce qu'on appelle le livre blanc, qui est une déclaration par laquelle les Anglais s'engagent à limiter l'immigration juive en Palestine à ce qu'on appelle la possibilité d'absorption. Mais en tout cas, s'engagent à consulter les Palestiniens sur cette immigration. Donc, de fait, cette immigration sera limitée à partir de 1939. Mais de toute façon, cela ne règle pas le problème de l'indépendance de la Palestine. Voilà. Alors ça, c'est une chose. Pendant toute cette période mandataire, les Anglais vont favoriser évidemment l'installation non seulement des immigrants, mais aussi les achats de terres par ces immigrants. Ils vont favoriser l'installation d'un appareil industriel, enfin de structures industrielles en Palestine, dans
le secteur sioniste, parce que de fait, la Palestine aura deux secteurs économiques, le secteur sioniste et le secteur juif, hein, et le secteur arabe. Et bien évidemment, comme les Arabes sont les plus nombreux, ils participent davantage à la fiscalité, hein, donc la fiscalité repose surtout sur les Arabes, évidemment, mais cette fiscalité, les produits de cette fiscalité, en grande partie, vont surtout vers le secteur économique juif. C'est que les Anglais vont le favoriser. Hein, lorsqu'il s'agit de construire des routes, lorsqu'il s'agit de construire des écoles, lorsqu'il s'agit de construire... Bon, c'est surtout le secteur économique juif qui est favorisé, alors que la fiscalité est surtout alimentée par le secteur arabe. Donc déjà, là, il y a un vrai problème. Mais en plus, eh bien, les Britanniques vont permettre, donc, je l'ai dit, les acquisitions de terres, et on aura l'occasion de revenir dessus. Ces acquisitions de terres, elles sont absolument scandaleuses. Elles sont de deux ordres. Il y a les terres qui sont achetées à de grands propriétaires féodaux arabes, qu'on appelle des propriétaires absentéistes, parce qu'ils habitent à Damas, ils habitent à Beyrouth, ils sont loin de la Palestine géographiquement, mais ils possèdent des terres. Alors, nous n'allons pas revenir dessus, mais cela est dû à la restructuration de la propriété foncière dans l'Empire ottoman, etc. Toujours est-il que ces grands propriétaires vendent des terres à des acheteurs sionistes, bien souvent qui ne connaissent même pas. Et d'ailleurs, bien souvent, ces grands propriétaires terriens qui habitent à Damas, Beyrouth, etc., ne sont même jamais venus sur place. Donc ils vendent des terres qu'ils ne connaissent même pas. Sauf que sur ces terres, il y a de très nombreux villages qui sont des villages de métayers. Les paysans ne possèdent pas leurs terres, évidemment, hein, et ils payent des redevances en nature. Et le problème, c'est que les sionistes, et ça c'est très important, font mentionner sur les contrats d'achat des terres, la mention, enfin la disposition, vous savez, c'est ce qui est écrit toujours en plus petit dans les contrats, et qu'on ne lit jamais, mais qu'on devrait lire. La terre doit être livrée vide d'habitants. Ce qui ne s'était jamais produit. Depuis très longtemps, les paysans palestiniens habitaient des terres et travaillaient des terres qu'ils ne possédaient pas. Souvent, la terre avait changé de propriétaire. Ils n'en savaient rien. Ils continuaient à payer leurs redevances. Et peu importe à qui ils payaient leurs redevances, il y avait l'agent, enfin le représentant du grand propriétaire qui était sur place, qui ramassait les redevances, hein, peu importe. Mais là, cette mention est particulière, parce que cette mention fait d'eux des vagabonds. Puisque du coup, la terre doit être livrée vide d'habitants, ce qui fait que ces terres que les sionistes achetaient, hein, elle va être vidée de ses habitants par qui? Par les troupes britanniques. Donc les Britanniques, la troupe britannique va se mettre au service de la colonisation sioniste et va expulser les paysans palestiniens, et parfois c'est 20 ou 30 villages qui vont être expulsés d'un coup. Vers où? Alors, très bonne question. Vers les bidonvilles. Les premiers bidonvilles vont être créés en Palestine, notamment dans la région, dans le nord, dans la région de Haïfa, où il y a une grande raffinerie de pétrole, et quand on dit bidonville, c'est réellement bidonville, où il y a une grande raffinerie de pétrole déjà, et où les paysans expulsés qui deviennent des moins que rien, des vagabonds. Faut avoir en tête ce que c'est qu'un paysan qui n'a plus de terre, il n'existe plus. Vous savez, c'est des gens qui vivaient sur ces terres depuis des siècles, qui au départ étaient propriétaires, pour des raisons diverses, ils avaient perdu la propriété de cette terre, mais ils continuaient à y vivre. Et là, tout d'un coup, ils se retrouvent jetés sur les routes. Et ils vont où? Ils vont aller où ils peuvent, donc dans la périphérie des villes, ils vont constituer un prolétariat extrêmement pauvre. Et je le dis bien, dans la région de Haïfa par exemple, hein, eh bien, on va voir les premiers bidonvilles apparaître, puisque ce sont des maisons qui vont être construites avec les bidons d'essence de la raffinerie qu'on écrase avec le marteau, et on en fait des plaques, et on réunit les plaques, et on fait des sortes de murs comme ça pour la maison. Le nom de bidonville est réel. Le nom de bidonville est bien réel et correspond à cela. Et alors, alors l'origine exacte, parce qu'on aura la même chose aux États-Unis à l'époque de la Grande Dépression, hein. Mais bon, donc ces paysans, voilà. Et c'est ça qui va être le germe de la contestation palestinienne. Donc ce n'est pas une contestation qui est idéologique, comme certains veulent le faire croire, comme certains historiens veulent le faire croire aujourd'hui. Ce serait simplement le choc entre deux nationalistes. Non, 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 c'est bien concret. Les paysans palestiniens sont à l'origine de la contestation, donc de la lutte anticoloniale. Et ce n'est pas un hasard
Ça On est n'est en pas. quelle année sur cette question de Alors là, la... on est dans les années 20 dès le début, et 1930, la chose va s'aggraver parce qu'il y a ces achats de terres. Les terres sont alors là, ce sont des terres privées, d'où des paysans sont expulsés. Mais deuxièmement, il y a les terres publiques. Alors les terres publiques, ce sont les anciennes terres domaniales, ce qu'on appelle les terres domaniales, ce qu'on appelle les pâtis communaux à l'époque de la Révolution française. Ce sont ce qu'on appelle en français les terres de vaine pâture. Ce sont des terres que tout le monde peut utiliser, qu'on utilise comme pâturage. Hein, ce sont des terres qui appartiennent à l'État, des terres domaniales qui appartiennent à l'État, mais tout le monde peut laisser paître ses troupeaux. Voilà, on appelle ça de vaine pâture. Et bien du coup, ce sont les Britanniques qui deviennent les administrateurs de ces terres domaniales, et ils vont céder parfois ces terres domaniales aux sionistes aussi. Ils vont les vendre, ce qu'ils n'avaient pas le droit de faire. Ce sont des terres domaniales. Donc, vous voyez, et en dépit de ces achats, en 1947, lorsque l'ONU fera sa proposition de plan de partage, les sionistes possèdent 6% des terres de Palestine. Pas plus. C'est très important. C'est-à-dire que 94% des terres sont encore entre les mains. Mais même si 6%, c'est peu, le sort de ces paysans expulsés montre aux autres Palestiniens le sort qui les attend. Et ils ont donc valeur démonstrative extrêmement cruelle. Et c'est cela qui va faire que des élites des villes vont commencer aussi à réagir, d'autant qu'en 1930, le mouvement sioniste va lancer, et même auparavant, va lancer un mouvement qu'on appelle Terre juive, travail juif. Désormais, il est fait obligation à tout juif de Palestine de ne pas employer de travailleurs arabes et de ne pas travailler pour un entrepreneur arabe ou un propriétaire arabe, parce qu'il y avait aussi des juifs pauvres qui travaillaient comme travailleurs également au départ. Alors là, ça devient interdit. Alors interdit avec des punitions même. Hein, et c'est le mouvement sioniste qui organise cela avec l'approbation des Britanniques, qui auraient dû réagir, parce que rappelons-le que sous le mandat britannique, il y a un gouvernement. Les Arabes refusent de participer à ce gouvernement. Enfin, normalement, il aurait dû y avoir deux assemblées, une assemblée juive et une assemblée arabe. Les Arabes refusent de participer à cette mascarade, en fait. Ils ont bien compris que tout cela est une duperie. Hein, ils refusent. Les sionistes y participent. Donc, évidemment, alors on aura encore de bonnes âmes pour nous dire « mais les Arabes auraient dû participer, etc. » comme d'habitude. Non, les Arabes considèrent que ce n'est pas la peine, hein, voilà, de participer à cette mascarade. Mais enfin, il y a quand même un gouvernement du mandat qui est reconnu en droit international, donc qui a à sa tête un haut commissaire britannique, donc c'est un gouvernement, donc il y a un exécutif, il y a soi-disant un législatif, c'est cette assemblée juive, parce qu'il n'y a pas d'assemblée arabe. Il y a une monnaie quand même, il y a une monnaie qui est dans les trois langues, on a ces pièces de monnaie, hein, qu'on trouve facilement. On a des photos de ces pièces de monnaie qui sont donc dans les trois langues, en anglais, arabe, hébreu. On a des timbres, on a des équipes sportives, on a toutes disons les paramètres d'un État. Et donc c'est un État qui est reconnu en droit international. C'est très important parce qu'on en reparlera par la suite. Et donc ce mandat, cet État du mandat, va tout faire en vérité pour se mettre au service du projet sioniste. Et on va le voir, à partir de 1936, il y aura cette grande révolte palestinienne. Mais auparavant, je le dis, ce mot d'ordre sioniste, travail juif, terre juive, va participer de ce qui a précédé, hein, de ce dont je parlais, donc de ces contrats qui exigent d'expulser les Palestiniens des terres. Ça va exactement dans cette lignée coloniale sioniste, d'accord? Et donc la terre désormais deviendra propriété, hein, donc on aura donc la création de l'agence juive, hein, et la terre sera propriété du peuple juif, sera considérée comme propriété du peuple juif, hein, le Keren Kayemet le Israël, l'agence, qui prend les terres, qui achète les terres, et qui ensuite les recède à des colons, enfin qui les met à disposition des colons plutôt, qui les met à disposition des colons.
Et donc, cette idée de travail juif, terre juive, est réellement la mise en place d'un apartheid. Est réellement la mise en place d'un apartheid social, que l'on voit à l'œuvre aujourd'hui dans la Palestine de 48, ce que les sionistes appellent Israël. Hein. Les bases de cet apartheid existaient déjà à l'époque mandataire, hein, ce n'est pas quelque chose de récent. Et donc tout a été fait pour que le secteur économique juif domine sur le secteur économique arabe. Hein. Alors évidemment, on l'a compris, ce secteur économique arabe qui dispose de beaucoup moins de débouchés dans le monde, évidemment, hein, eh bien, va subir les conséquences de cela. Et en 1936, ce sera l'éclatement de la Grande Révolte que nous verrons par la suite. Mais il est important de comprendre donc que ce mandat va connaître 3 points importants. 1937, 37, c'est la commission Peel. Comme il y a déjà de nombreux troubles, et je l'ai dit, il y a ces troubles contre les troupes britanniques aidées, épaulées par les milices sionistes. Hein. Une des principales milices sionistes s'appelle la Haganah, qui sera l'embryon de l'armée israélienne, la Haganah, qui au départ est ce qu'on appelle la garde des colonies. Alors au départ, c'était une milice qui était créée pour protéger les colonies contre les agressions des pillards arabes. Vous savez comment sont ces Arabes, hein. Dès qu'ils voient quelque chose de construit, ils ne peuvent pas s'empêcher de le détruire. Je plaisante. Et toujours est-il que cette Haganah va constituer une milice aux côtés des troupes britanniques et va participer de la répression de la révolte arabe. Donc, en bon mouvement colonial qu'elle est. 1937, la commission Peel, les Britanniques envoient une commission en Palestine, une des nombreuses qui suivront, hein, de nombreuses suivront. C'est une commission qui est chargée d'étudier une possibilité de règlement politique pour la Palestine. C'est la première fois qu'on va parler de 2 États en Palestine, un État arabe et un État juif, avec une zone internationale pour Jérusalem. Cette commission Peel. Et ensuite, je l'ai dit, en 1939, on a donc ce livre blanc. Ce livre blanc qui est l'aboutissement de la révolte arabe, qui va limiter l'immigration juive. Et puis ensuite, on a la Seconde Guerre mondiale. Alors normalement, 20 ans après, 1922, 1920, 1922, ça aurait dû nous faire 40 ou 42, enfin 40-42, il aurait dû y avoir un référendum d'autodétermination. Évidemment, c'est la Seconde Guerre mondiale qui a éclaté entre-temps. Ça n'a pas lieu. Mais en 1947, devant l'importance des troubles en Palestine, dont nous aurons l'occasion de reparler, eh bien les Britanniques annoncent progressivement qu'ils vont se désengager de la Palestine. Une proposition de partage sera faite par l'ONU le 29 novembre 1947. En 1948, le 15 mai 1948, les Britanniques ont annoncé, ils avaient déjà annoncé, hein, eh bien les Britanniques se retirent de Palestine. C'est la fin du mandat. Et le lendemain, l'État d'Israël s'autoproclame, ce que refusent les États arabes de la région qui interviennent militairement. Mais c'est une autre histoire. Mais formellement, donc, on a un mandat qui aura duré, en fait, depuis l'entrée des troupes britanniques quasiment, enfin formellement de 1922 à 1948 en Palestine, et qui aura tout fait pour mettre en place, sous égide britannique, l'État d'Israël d'aujourd'hui. Merci Youssef Boussouma pour cette séquence fondamentale, centrale, qui partait de Balfour, de Lord Balfour et de la déclaration de Balfour au mandat britannique. Nous aborderons dans la prochaine chronique donc l'épisode de 36-39, la première intifada peut-être, si on peut l'appeler comme ça. Ouais. Donc voilà, de cette révolte arabe contre la colonisation du projet sioniste. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis et donc à très bientôt sur Méziane TV.